Et nous nous interrogeons principalement sur l'organisation de l'État dans cette pandémie, le ministère de la Santé et ses agences. Ça a été l'objet de la commission d'enquête déjà que nous avions diligentée à partir de juillet 2020 et qui a rendu ses conclusions en décembre. Et actuellement, notre collègue Bernard Jomier préside une mission de suivi de la crise Covid, à la fois sur plusieurs volets, et notamment sur le volet organisation territoriale, mais aussi gestion de futures pandémies éventuelles. Voilà, donc je vous laisse la parole et puis ensuite nos collègues vous interrogeront. Vous faites un propos liminaire pas trop long, mais écoutez, alors merci beaucoup pour votre invitation. Je suis évidemment très peu habitué à ce genre de réunion puisque je ne suis pas très familier avec le système français, comme vous le savez. Donc, en guise, j'ai reçu une série de questions pour lesquelles on peut débattre. Je pense que vous avez les uns et les autres eu accès et lu notre rapport de mission, puisque les questions sont évidemment liées au rendu de ce rapport. Je vous rappelle qu'on a eu un premier rapport, dit rapport d'étape, que nous avions rendu à Emmanuel Macron en octobre. Et puis ensuite, la mission a été prolongée compte tenu de cette deuxième vague. Et l'échéance de reddition du rapport était liée finalement au fait que Emmanuel Macron tenait à ce que ce rapport fasse suite à la demande du directeur général de l'OMS, que chaque pays fasse la même entreprise, c'est-à-dire fasse évaluer, auto-évalue finalement la gestion de crise par le pays de la crise Covid. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons rendu ce rapport à la veille de l'Assemblée mondiale de la santé qui a lieu chaque année à la 3e semaine du mois de mai. Et c'est ainsi que finalement on a des échéances par rapport à ce rapport qui peuvent paraître parfois un peu étranges ou décalées, mais elles étaient simplement liées à l'agenda de travail. La manière dont on a travaillé, vous l'avez certainement compris, elle est fortement biaisée par ma formation scientifique, c'est-à-dire que nous avons fait une approche quantitative, comparative des différents pays par rapport au seul élément qu'on peut utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire la mortalité en excès dans chaque pays. Pourquoi? Mais on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais je suis disposé à répondre à toutes vos questions, de manière à pouvoir finalement gérer malheureusement l'impact principal, mais qui n'est pas le seul, qui est la mortalité. Nous avons également, et c'était là le côté absolument unique de cette mission qu'Emmanuel Macron nous a donnée, qui était de voir les aspects sanitaires, économiques, sociaux et de politique publique, chose qu'aucun pays n'a fait encore à ma connaissance aujourd'hui, puisque nous avons eu contact avec 7 à 8 des pays qui ont fait cette telle approche, et la plupart ont fait une approche exclusivement sanitaire, et la plupart vont rendre entre 2022 et 2024, alors que nous étions finalement en train d'analyser une crise qui, évidemment, n'est toujours pas terminée. Donc, ça donne, évidemment, un aspect un peu particulier à ce type d'analyse. En dehors de cet aspect très quantitatif, nous avons eu une approche très qualitative, mais qu'on utilise beaucoup dans notre domaine d'approche scientifique qualitative, c'est-à-dire de faire des entretiens et des auditions avec toute une série de personnes dont les noms vont rester totalement anonymes puisque nous l'avons formulé ainsi dès le début. Alors, vous imaginez bien que si on a vu des préfets, on a vu un certain nombre de préfets, mais on ne dira pas quel préfet. Vous imaginez qu'on a vu des ministres, vous imaginez qu'on a vu la société civile, on a vu des experts scientifiques, on a vu des tas de gens. Évidemment, on ne dira pas qui a été auditionné, puisque c'est dans ces conditions-là que nous avons travaillé. Et ensuite, nous avons fait attention de toujours avoir plusieurs experts. C'est l'approche qualitative habituelle, où en fait, vous faites ensuite des recoupements entre ce qu'on vous a dit. Et voilà. Et ensuite, on s'est permis de faire ce rapport qui fait, alors c'est un peu décourageant pour ceux qui ont envie de le lire en entier, puisqu'il fait plus de 200 pages et qu'il comprend aussi 250 pages d'annexes qui sont des annexes plutôt scientifiques
pour lesquels on a fait une interprétation pour une lecture non scientifique, c'est-à-dire qu'on a simplifié finalement l'information, ce qui nous a permis d'avoir une approche relativement unique de la question. Je tiens à dire également que nous avons été totalement indépendants dans cette approche. Et d'ailleurs, c'était un désir absolu d'Emmanuel Macron lorsqu'il nous a lorsqu'il nous a donné la note de mission en juin, le 25 juin 2020, en disant vous devez être indépendant et si vous ne l'êtes pas ou si vous sentez que vous avez des influences, dites-le moi parce que je tiens à ce que vous le soyez. Et ça a été le cas. On a eu accès à tous les documents dont on avait besoin et on n'a jamais été dérangé. Et voilà, donc c'était une mission qui est un gros travail. Je vous rappelle qu'on avait 5 experts. Raoul Briet, qui a été premier président de la première Cour des comptes. Il y avait Laurence Boone, qui est la chef économiste de l'OCDE. Anne-Marie Moulin, qui est une professeure de médecine, d'histoire de la médecine, d'histoire des épidémies, et sociologue, elle fait beaucoup de sociologie aujourd'hui. Et Pierre Parnet, qui est l'ancien président de la Société française d'épidémiologie hospitalière, qui fait donc le même métier que moi à Genève. Et c'était important d'avoir quelqu'un qui avait les pieds dans la boue en France, alors que moi je les avais en Suisse, donc c'est un peu différent évidemment. Voilà, donc des très bonnes conditions de travail et avec évidemment des rapporteurs qui nous ont accompagnés, des rapporteurs de différents départements et de différents ministères, que ce soit des IGS ou des IGAS, peu importe, mais ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé. Et puis chacun d'entre nous avions 1 ou 2 scientifiques, jeunes scientifiques de nos équipes pour évidemment générer les données qui ont été générées, qui sont jusqu'à aujourd'hui relativement uniques. Voilà, en guise d'introduction, je réponds volontiers à vos questions si nécessaire. Très bien, merci de nous avoir donné ce contexte de travail. Je pense que vous dites que vous avez été indépendant. L'anonymat a dû aider à l'indépendance des expressions, oui, vraisemblablement. Alors, la garantie d'anonymat, vraisemblablement. Pour mes collègues, le rapport, bon, 200 pages pour des sénateurs, c'est rien. Hein. C'est bon, d'accord. On est habitué à des rapports. Notre rapport de la commission d'enquête devait en faire 400, c'est ça? Oui, 400. Non, donc, mais il est sur le site d'Éméter, de façon à ce que vous en preniez connaissance. Et puis, alors, je vois déjà René-Paul Savary, qui a vice-présidé la commission d'enquête et présidé de nombreuses auditions, qui a déjà demandé la parole. Oui, merci de ces propos introductifs très succincts. J'aime parcourir la synthèse du rapport, les comparaisons. Nous avons eu avec Véronique Guillotin et puis Catherine Lavarde l'occasion, dans le cadre de la prospective, de faire un rapport sur le numérique et la crise. Et je vois bien qu'il y a certains constats qui se rejoignent. Les questions qui me viennent de prime abord par rapport à votre rapport, c'est ce classement des pays plus ou moins infectés que vous mettez en préambule et que vous classez selon le nombre de décès. Mais il est certain qu'il y a des pays qui ont eu des stratégies à zéro virus, hein, notamment en utilisant des moyens numériques très stricts, et vous le dites également dans votre rapport, qui font qu'ils ont un nombre de décès quand même moins important que le nôtre. Il faut rappeler que la France est 136e pays mondial en nombre de décès, avec une stratégie qui est celle que l'on connaît, où il y a eu un certain nombre de retards. D'ailleurs, vous en parlez également, et c'est pas critique, ça peut se comprendre, hein, c'est une nouvelle crise, on constate hein, pour l'instant. Et donc, notre stratégie qui était celle de vivre avec le virus et non pas la stratégie zéro virus avec des mesures plus strictes mais non généralisées et plus courtes, ont montré, semble-t-il, sur le papier en tout cas, leur efficacité. Je n'en sais pas plus, je n'étais pas dans ces pays-là, mais il semble que ça mérite qu'on s'y penche. Le deuxième point, c'est que vous parlez de la faiblesse de l'anticipation. Là aussi, on a pu le constater, et notamment parce qu'en France, nous n'étions pas donné forcément tous les moyens de préparer cette crise, notamment avec l'aide du numérique. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensez, si dans votre analyse, vous avez pu comparer, parce qu'on voit bien qu'un numérique peut être un peu plus intrusif, mais permet de cibler davantage
par le biais de croisement de données les personnes vulnérables et limite la durée et la globalité des mesures de confinement qui ont été redoutables sur le plan des conséquences psychologiques, sociales, économiques qu'on connaît bien et que l'on peut décrire dans l'ensemble des pays. Donc, avez-vous fait une analyse aussi précise qu'on puisse comparer, sachant que le rapport que nous avons fait dans le cadre d'une prospective était un rapport de constat, d'utopie sur l'avenir pour essayer de tirer les conséquences et voir l'adaptation du numérique si nous avions une nouvelle crise où on peut avoir un certain nombre de dispositions qui pourraient éventuellement être intéressantes. Et avez-vous des préconisations par rapport à ce qui s'est fait ailleurs, justement de cellules de crise pour anticiper les éventuelles prochaines crises, qu'elles soient sanitaires ou autres d'ailleurs? Alors, la première... Alors, s'il vous plaît, je vais poser les questions que souhaitait vous poser Bernard Chaumier, qui préside la mission suivie. Vous pourrez répondre ainsi à René-Paul Savary, à Bernard Chaumier, ainsi qui n'est pas présent, qui ne pouvait pas être présent, mais qui m'a confié ces questions. Et puis ensuite, on continuera avec d'autres collègues sénateurs. Alors, Bernard Chaumier, je lis ces questions, parce que je viens de les voir. Vous appelez à confier la constitution, la gestion des stocks stratégiques à un unique opérateur placé sous la responsabilité du SGDSN. Pensez-vous qu'il faille revenir à un opérateur dédié à la préparation et à la réponse aux urgences sanitaires comme les Prus, ou peut-on maintenir Santé publique France dans cette mission? Et votre proposition de confier au seul SGDSN la responsabilité de l'opérateur chargé de la gestion des stocks stratégiques est-elle justifiée par son positionnement interministériel ou s'explique-t-elle aussi, au moins en partie, par le fait que le ministère de la Santé et la DGS n'ont pas été en capacité d'assurer une tutelle stratégique efficace de Santé publique France dans ses missions de sécurité sanitaire? Ça, c'est sa première question. Et la deuxième, quel bilan faites-vous des comités d'expertise scientifique qui se sont multipliés pendant la crise? Quelles ont été les conséquences, selon vous, de la multiplication de ces comités sur la lisibilité et la crédibilité de la parole scientifique? Pourriez-vous revenir sur les raisons qui vous conduisent à préconiser le rattachement du Haut Conseil de la santé publique à la Haute Autorité de santé? Et souhaitez-vous faire du HCSP l'organe de coordination de l'expertise scientifique en cas de crise sanitaire? Dans quelle mesure faut-il revoir son organisation et ses missions pour s'assurer qu'il s'appuie également sur l'expertise scientifique existant au sein d'agences comme Santé publique France, l'ANSES ou l'ANSM? Voilà les deux questions. Alors, on va prendre la première question d'abord. Et dans nos propositions, en effet, il y a la question de la gestion des stocks stratégiques. Et puis, il y a aussi la question de nommer un délégué à la prévention du risque infectieux. Parce que dans sa question, il fait aussi référence à d'autres façons d'organiser le système qui ont été vues dans le passé, notamment à l'époque où Didier Houssin, que je connais bien, était DGS, est devenu délégué interministériel, mais il était DGS. Et au fond, c'était également une situation de crise. Maintenant, ce qui est évident, c'est qu'il manque, et c'est pour ça qu'on fait la proposition, un délégué à la prévention du risque infectieux. Vous avez auprès de la DGS, parce que c'est un problème technique, vous avez aujourd'hui un délégué à l'antibiorésistance, ce qui est très bien, mais l'antibiorésistance, c'est une partie seulement de la prévention du risque infectieux. Donc, il conviendrait d'étoffer l'expertise au niveau de la DGS par quelqu'une qui supervise la prévention du risque infectieux, incluant évidemment l'antibiorésistance. Ça, c'est pour la partie très technique et très métier. Ensuite de ça, vous avez la gestion des stocks stratégiques. Cette gestion des stocks stratégiques, elle a été déficiente. On ne va pas revenir sur la situation, mais elle l'était déjà à l'époque de l'EPRUS en 2011, puisque quand le rétexte a été fait en 2013 de H1N1 2011, puisque la crise était en 2011, à ce moment-là, on a déjà vu que les Prus avaient des difficultés finalement à mobiliser les stocks. Or, cette difficulté n'a pu que s'accroître puisque les Prus a progressivement fondu et que finalement, ça n'est pas l'expertise de Santé publique France que de gérer les stocks, n'est-ce pas? Santé publique France, c'est d'abord la santé publique,
c'est la veille sanitaire, c'est la capacité de faire des campagnes de prévention, c'est de la médecine au sens large, c'est de la médecine et de la prévention au sens large. Alors, de faire de la gestion des stocks à une entité dont l'expertise serait de dire faut-il des masques, combien en font-ils par personne et par jour et pour combien de temps, ça suffit. Puis ensuite, merci de préparer les stocks, d'acheter les masques et de les stocker, de faire des stocks tournants, ça c'est de la logistique. Or, cette logistique-là, c'est un autre métier et il nous semblait qu'effectivement le SGDSN en interministériel était vraiment le lieu où, petit a, on peut faire de la gestion de stock, mais pas de stock stratégique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, dans toute une série de domaines. C'est très important. Donc, un véritable opérateur, ensuite l'opérateur peut déléguer, la question n'est pas là, mais aussi de développer ce qu'on appelle la culture de crise. Et la culture de crise, c'est quelque chose qui manque dans tous les pays du monde, qui manque dans beaucoup d'endroits, et de développer cette culture de gestion de crise en centrale, c'est-à-dire quand je dis en centrale, ça veut dire en interministériel, que ça bénéficie finalement à tous les ministères ou à tous les départements, appelez-les comme vous voulez. Chez nous, c'est des départements, chez vous, c'est des ministères. D'accord? Et donc, ça veut dire que ça répondrait à une double mission d'être en temps de, appelons-les en temps de paix ou en temps de calme, préparer la culture d'entreprise, vérifier la gestion des stocks, vérifier la culture de la gestion de crise, entraîner probablement, avoir la responsabilité en interministériel d'entraîner dans chaque ministère des gens qui sont habilités à réagir à la crise. Ça, c'est ce qui se passe en temps de paix ou en temps de calme. Et puis, quand la crise arrive, eh bien, on active tout ça. Donc, c'était ça la vision. Ça a été ça notre vision, de manière à pouvoir finalement généraliser l'aspect gestion de crise, qui est quand même, là, vous l'avez bien compris, la gestion de crise, c'est un métier. Et évidemment, l'épidémiologiste d'intervention, parce que vous avez vu qu'au cours de cette crise, il y a des tas d'épidémiologistes qui sont nés un peu partout. Là, c'était des générations spontanées, hein. Il y a un politicien en Suisse qui a dit « Je n'ai jamais vu ça, c'est une épidémie d'épidémiologistes ». Alors c'est vrai, tout le monde se prétendait épidémiologiste, mais il y a l'épidémiologie de terrain et l'épidémiologie d'intervention, et ce sont ces gens-là qui sont spécialisés dans la réaction de crise, ce n'est pas tous les épidémiologistes. Et donc c'est un tout petit saut disons, dans ce domaine-là, simplement pour dire que la culture comme une culture d'entreprise, hein, la culture d'entreprise qui consiste à ce que tout le monde respecte les consignes X, Y, Z, fasse les exercices du feu, etc. C'est la même chose. Il faut avoir une culture d'entreprise de la gestion de crise. Et ça aurait un sens de le développer au plan interministériel de manière à ce que ça puisse être utile à tous les ministères. Donc voilà le raisonnement. Et dans cette culture de gestion de crise, il y a la gestion des stocks. Voilà. Et on a vu, la gestion des stocks, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Il y a du renouvellement de stocks, il y a des stocks tournants, il y a des décisions à prendre par rapport à où se font ces stocks. Et donc c'est un métier en soi. Et il est à quelque part un peu injuste de le confier à Santé publique France. Merci, non, c'est très clair. Ça correspond un peu aussi au constat qu'on avait fait lors de la commission d'enquête. Alors, les autres questions, il y avait celle sur l'ASC, le conseil de l'ASP, et les questions de René-Paul Savary sur les données de santé. Alors, je vous laisse continuer. Alors, il a beaucoup été discuté en France ne serait-ce que la nomination d'un conseil scientifique. Mais il faut bien savoir que lorsque vous aviez une vision un peu panoramique, mondiale ou en tout cas européenne, ça a été partout pareil. C'est-à-dire que ça a pris des formes différentes. En Suisse, le conseil scientifique ne s'est pas appelé conseil scientifique, il s'est appelé task force. Il était formé de plus de 80 personnes avec des sous-groupes, etc. En France, voilà, on a confié à Jean-François Delfraissy le fait de monter un conseil scientifique. Je dis bien monter parce qu'en fait, on est dans une situation de crise. En Italie,
ça a été l'institut, ils ont un institut de santé publique très fort, très bien constitué, qui s'est constitué en conseil scientifique et qui a donné les conseils à gauche, à droite, qui a été chercher des expertises scientifiques. Pourquoi je dis chercher des expertises scientifiques? C'est parce que aucune crise ne se ressemble. Les crises se ressemblent, d'un côté elles se ressemblent, d'un côté elles ne se ressemblent pas. Il vous faut toujours une expertise scientifique qui sera différente. Là, il s'agissait d'une pandémie liée à un virus, ok? Il fallait, entre autres, des virologues, il fallait des épidémiologistes de terrain, il fallait beaucoup de spécialistes. Mais vous avez vu que même parmi les spécialistes virologues, vous aviez certains endroits, vous aviez des spécialistes du coronavirus. Et ce professeur Christian Drosten, dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est un ami que je connais très bien, non seulement c'est un virologue, mais c'est un coronavirologue. C'est-à-dire qu'il a passé sa vie dans le coronavirus. Donc, ce n'était pas étonnant que ce soit lui qui, finalement, soit à l'origine du premier test développé, etc. Une semaine après, Pasteur l'avait développé. Pourquoi? Parce que tout le monde se parle. Donc, je vous donne cet exemple un tout petit peu idiot, mais pour vous dire que vous avez toujours besoin d'experts scientifiques et vous devez aller chercher les meilleurs. C'est clair, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser les meilleurs. Et donc, la réflexion, elle était dans chaque pays de dire, OK, quels sont les experts dont on pourrait avoir besoin? Et puis, qu'est-ce que cette crise va toucher? Certains pays ont eu des grandes commissions avec beaucoup de sous-groupes. D'autres pays ont mis une commission sanitaire, une commission économique. Petit à petit, on s'est bien rendu compte qu'évidemment, il fallait des économistes, il fallait des sociologues, Mais au départ, évidemment, la crise était essentiellement sanitaire. Donc, en France, la réaction, elle a été saine et elle est logique. Et c'est pour ça que dans nos propositions, on continue à dire qu'il faudrait de toute manière toujours appelez-le comme vous voulez, mais un conseil ad hoc qui n'est pas forcément scientifique, mais dans lequel il peut y avoir des scientifiques, il devrait y avoir de la société civile, il devrait y avoir les différentes agences, les différents représentants des agences, les sociétés savantes, de manière à pouvoir aider au mieux à formuler des recommandations pour qu'ensuite les politiques publiques puissent être appliquées au mieux et que notamment les politiques, qui sont ceux qui prennent les décisions, dans tous les pays ce sont les politiques qui prennent les décisions, puissent les prendre en connaissance de cause avec un éclairage qui soit le meilleur possible sur la crise. Alors, en France, vous avez plusieurs agences, donc j'ai vu que vous aviez déjà repéré cette difficulté avec finalement ces agences qui ont été créées il y a de nombreuses années, un tout petit peu aux dépens du ministère de la Santé, puisqu'on a pris des moyens dans le ministère de la Santé pour créer des agences. Et donc, comme toute agence, une agence devient souvent un peu indépendante, et quand l'indépendance est là, il y a ensuite difficulté à mettre tous ces gens ensemble et à les faire fonctionner ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un meilleur moyen finalement de faire fonctionner le système. Donc, on a fait quelques recommandations. Donc, l'objectif est toujours d'être sûr que vous pouvez aller chercher l'expertise dont vous avez besoin. Et que cette expertise, elle peut être variée. Ça, vous l'avez bien compris. Et donc, c'est dans ce sens-là que vont les recommandations. L'expertise, elle doit avoir d'abord les moyens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient intelligents, mais il faut aussi qu'ils puissent travailler. Il ne faut pas qu'ils fassent ça en plus de leur travail tout le temps. Il faut, etc., etc. Il faut qu'ils aient, si ce sont des modélistes, il faut qu'ils aient des ordinateurs assez puissants. Je vous dis ça, ça vous fait sourire. Mais il y a des tas de pays dans lesquels ils ne pouvaient pas faire des modes analytiques parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les faire. Et puis, il faut l'indépendance. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé à cette capacité que vous avez au niveau du HSA, de la HAS, pardon, d'avoir cette indépendance potentielle. Vous avez ce bureau HCSP, désolé les abréviations, je ne les retiens pas toujours, ce Haut Conseil de Santé Publique qui a fait un travail absolument magnifique, hein. C'est un travail qui est un peu un travail de milice parce que ces gens-là sont habitués à vous rendre un certain nombre de rapports par année, disons 6, 8, et là ils en ont rendu à l'appel tout le temps et c'est un petit groupe, c'est dépendant. Alors ça c'est
à la fois une grande qualité, mais aussi une faiblesse. Donc ça, il faut le corriger aussi. Et c'est sûr que de préserver cette indépendance au sein de la HAS, avec des structures qui travaillent ensemble, mais qui peuvent conserver ce degré d'indépendance, nous paraissait très important. Voilà. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne peux pas vous le dire. Je pense que c'est toute une réflexion qu'il faut avoir, comparativement au fait que vous avez des agences qui sont éminemment compétentes et que, comme toujours, la difficulté de travailler ensemble, pour des raisons parfois personnelles, mais le plus souvent administratives, avec un excès d'administration, fait que les experts ont de la peine à travailler ensemble. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait ces propositions-là dans ce rapport. Merci beaucoup. Oui, on peut aller sur le numérique tout de suite, si vous voulez. Allez-y, oui, répondez aux questions. Il est bien évident que le numérique est un outil absolument clé. Il est clé à différents niveaux. Ça a été très particulier, par exemple, chez vous, pour plusieurs raisons. En effet, au plan de la réactivité du numérique, il y a eu des manques qui ont été corrigés avec des gens formidables qui ont bossé, qui ont développé des trucs. Mais c'est vrai que c'est mieux d'être mieux préparé. Puis ensuite, il y a un autre élément, c'est l'accès aux données. J'ai beaucoup parlé avec Arnaud Fontanet, qui a pu, mais avec beaucoup de retard et malgré lui, faire des analyses sur les facteurs de risque en France, etc. Mais il me disait, je n'ai pas accès aux données. Et ça, c'est un vrai problème. C'est que les données existent et vous n'y avez pas accès. Alors, tout le monde s'en moque quand il s'agit de se dire, ben voilà, suivons l'évolution de problèmes de santé chroniques, parce qu'on se dit, si on a les données une fois par année, ça suffit. Peut-être, mais pas quand on est en crise. On a besoin des données tous les mois et peut-être même tous les jours. Et donc, oui, il y a une facilitation. Il faut mettre une vraie réflexion par rapport à l'accès aux données, par rapport à la confidentialité des données, où on peut imaginer, à mon avis, on devrait imaginer, je sais que ça peut faire débat, on devrait pouvoir imaginer que si on décrète, on est en situation de crise, il nous faut ouvrir l'accès aux données, il faut que vous trouviez les moyens législatifs d'ouvrir ces capacités d'analyse de données. Parce que ça, c'est vraiment terrible. Vous savez, c'est terrible quand on fait des investigations épidémiologiques de terrain, donc c'est vraiment mon métier, au jour le jour, je le fais dans l'hôpital, donc c'est mon métier, on investigue des petites épidémies, parce que heureusement, avant qu'elles deviennent grandes, elles restent petites. Et voilà, ce sont des petits clusters. Dans un hôpital, vous en avez, plus vous les cherchez, plus vous les trouvez. Et vous devez faire des enquêtes de terrain avec des définitions de cas qui changent au jour le jour. Et vous allez voir une infirmière, un médecin, un aide-soignant un jour en lui posant toute une série de questions, en retournant le lendemain pour lui poser toute une autre série de questions. Alors là, on n'a pas de problème de confidentialité parce qu'on est en seul à seul et qu'on fait du questionnaire simple, voilà, pour dire qu'est-ce que vous avez fait hier. Quand j'étais aux États-Unis, on a investigué un cluster épidémique lié à une infirmière de bloc opératoire qui avait des chats à la maison et qui avait entraîné la première infection humaine, un germe qui s'appelle Rhodococcus, peu importe. Mais pour dire que si on n'avait pas été jusqu'au domicile de l'infirmière pour comprendre qu'elle vivait avec une quarantaine de chats, on n'aurait jamais trouvé cette nouvelle bactérie responsable d'un nouveau phénomène en médecine humaine. Donc, pour vous donner des comparaisons, à Bâle, par exemple, lorsque la santé publique bâloise a réalisé qu'il fallait aller faire des enquêtes pour Covid, ils ont engagé la police judiciaire pour faire les enquêtes. Parce qu'évidemment, la police judiciaire, quand elle vient vous demander « Est-ce que vous êtes allé en discothèque hier soir ?» Si vous ne voulez pas le dire, vous dites « Non ». Tandis que la police judiciaire, elle va vous poser 4 ou 5 questions et au fond, vous allez ensuite dire « Oui ». D'accord, je vous donne un exemple complètement banal. Mais pour vous dire que c'est difficile parfois l'épidémiologie de terrain. Alors si en plus de ça, vous avez un paquet de données auxquelles vous ne pouvez pas accéder, ça c'est dramatique. C'est dramatique. Parce que vous savez que vous pouvez porter des réponses à des questions
type les transports publics sont-ils dangereux? Voilà, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre avec des données épidémiologiques. Si vous n'avez pas accès à ces données épidémiologiques, comment vous les répondre? Vous pouvez inventer des réponses, vous pouvez déduire des choses parce que vous avez un certain degré de connaissance. Mais alors que vous avez les données dans votre sac à main, vous ne pouvez pas les utiliser. C'est quand même dramatique. Donc oui, il y a des progrès à faire par rapport à cet accès à la donnée informatique. Exactement. Et ça, vous avez des bases de données remarquables, incapacité de les croiser. Et ça, pour nous, c'est dramatique. Ça arrive de temps en temps quand on a des bases de données totalement incompatibles. On doit les retransférer dans d'autres systèmes d'analyse. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais quand vous savez que les données sont là et que vous ne pouvez pas les croiser, là, vraiment, c'est trop dommage. Donc ça, il faut vraiment y travailler. Je vous dirais que vous n'êtes de loin pas le seul pays dans lequel c'est comme ça, hein, soyons clairs. Faut pas non plus... on peut pas... Il y a aucun endroit où on a eu des données parfaites, et même on pourra revenir tout à l'heure sur l'Asie, si vous voulez, en rapport à votre question précédente. Ça, sur les données, c'est quelque chose... Enfin, moi, je partage à titre personnel, mais beaucoup ici aussi le font. Je trouve qu'on est trop frileux par rapport aux données. Oui. Et alors, bien sûr, mais on perd une manne de renseignements qui, finalement, peut avoir des conséquences très importantes en mauvaise gestion de la santé publique. Donc, il y a eu le rapport qu'évoquait René-Paul Savary de la délégation à la prospective, et nous allons lancer au sein de la Commission des affaires sociales une mission spécifique données, parce que ça, c'est vraiment majeur. Et ce que vous dites de ce qui s'est fait en Suisse, c'est vrai que ça nous paraît un peu compliqué, c'est des sortes de police judiciaire en France, mais d'un autre côté, quand on a un virus qu'on veut tracer, si on veut isoler et si on veut mettre, autrement, c'est un peu je ne sais rien, mais je dirais tout, quoi. C'est hyper compliqué. Oui, absolument. Hyper compliqué. Donc, ça vaut vraiment la peine de travailler là-dessus. Et il vaut mieux le faire en période de calme, hein, parce qu'évidemment, en période de crise, tout le monde vous accuse de dire ouais, vous voulez aller voir ce que je fais, liberté, etc. Non, il faut le faire en période de calme, de manière à ce qu'en période de crise, on puisse y avoir accès sans débat. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à plusieurs collègues et puis vous pourrez répondre globalement. Alors, on va commencer par Brigitte Micoulot. Ensuite, il faut que je mette mes lunettes. Ensuite, Laurent Burgoa, Martin Lévrier et Michel Meunier. Donc, 4 collègues qui vont poser des questions. Merci Madame la Présidente. Les conclusions, Monsieur le Professeur, les conclusions de votre rapport ne sont pas tendres. Vous indiquez que notre pays aurait fait l'objet de bugs en matière de pilotage, mais vous soulignez et nous en sommes très conscients ici, que la mobilisation des agents hospitaliers a été à ce point forte qu'elle a permis de compenser toutes ces erreurs. Votre mission donc préconise 3 axes de travail, dont la préparation aux prochaines crises. Quelle anticipation préconisez-vous concernant le variant Delta? Oui, alors, écoutez, le variant Delta, merci pour votre question. Oui, on a beaucoup parlé d'anticipation. Encore une fois, quand même, remettons l'église au milieu du village. Tous les pays ont manqué d'anticipation. Voilà, donc c'est difficile. Hein. Vous savez, tous les pays avaient des plans pandémiques, n'est-ce pas, suite à la grippe, et pratiquement aucun pays ne les ont utilisés. Allez savoir pourquoi. Parce que ceux qui les ont faits ne sont plus là, parce qu'on ne fait pas confiance à ceux qui ont fait le travail avant. Et c'est aussi des recommandations qu'on fait par rapport à ça et par rapport au plan pandémique notamment. Voilà. Mais maintenant, pour répondre aux variants Delta, vous savez, les variants, les virus ont une évolution naturelle et ils font des variants. Et si les virus ne faisaient pas de variants, ils ne survivraient pas. Donc c'est darwinien. Le virus va faire des variants pour survivre. Alors on ne parle pas de tous les variants qui font que le virus meurt, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de variants qui ne comportent aucun avantage sélectif et le virus va tout simplement mourir parce qu'il sera plus capable de se transmettre. Donc quand il ne se transmet plus, il meurt, il disparaît. Donc voilà, le variant Delta, eh bien, il est né évidemment, comme les autres variants, de la pression de sélection que le virus ressent, simplement.
n'est-ce pas? Le virus, c'est un peu comme vous. Vous partez quand il va pleuvoir avec un parapluie sous le bras et vous commencez à ouvrir le parapluie aux premières gouttes. Et le virus fait la même chose. Il sent, au début de la naissance de ce virus, alors au tout début, on n'y était pas, donc on ne sait pas, mais à partir du moment du mois de janvier où on a pu commencer à chercher, faire des séquençages, on a bien vu que ce virus, qui est un coronavirus comme les autres, mute assez souvent. C'est pas plus souvent que d'autres, mais il mute assez souvent. Et puis ensuite, il a augmenté sa cadence de mutation. Pourquoi ? Parce qu'il sent la pression de sélection de l'entourage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il sent qu'il pourrait être, lorsqu'il arrive chez un autre, comme un être humain, anéanti par la présence d'anticorps, que ce soit des anticorps parce que vous avez été infecté ou parce que vous avez été vacciné, à ce moment-là, il a envie de changer. Il a envie de changer de nature, il a envie de changer de manteau. Et donc, il mute. Donc, il y a eu ce premier mutant dont on a beaucoup parlé, variant anglais, on l'appelle maintenant A, ou alpha, et ce premier mutant-là, on a bien vu qu'il a pris de la place en Angleterre, et petit à petit, la proportion des variants occupés par le variant A a été de plus en plus importante. Maintenant, vous entendez toujours que le variant Delta, comme vous l'aviez entendu pour le variant alpha, est plus contagieux et peut-être entraîne plus d'effets et de mortalité que les autres variants. Mais c'est tout à fait normal, c'est juste normal, n'est-ce pas? Pour qu'un virus prenne le dessus sur les autres et occupe de plus en plus de place, il faut qu'il soit plus contagieux. Alors, le variant Delta, aujourd'hui, il est plus contagieux, 50 à 60% plus contagieux que le variant Alpha, qui lui-même était 40 à 50% plus contagieux que les autres variants qui couraient à l'époque, et dont certains courent toujours d'ailleurs. Donc petit à petit, le variant, il prend la place des autres, et c'est normal. Aujourd'hui, en France, on estime d'environ 20%, entre 10 et 20%, qui sont des variants Delta. Petit à petit, le variant Delta va prendre le dessus. Les bonnes nouvelles, c'est que le vaccin et l'immunité protègent contre le variant Delta, donc ça n'est pas un souci. Peut-être que le vaccin AstraZeneca protège un peu moins bien que les vaccins de Pfizer ou Moderna, peut-être, mais il faut bien savoir que où est-ce que ces variants naissent? Alors on l'a appelé au début le variant indien, mais en fait les variants qu'on craint le plus, ils vont naître dans les pays où on aura le plus de vaccination. Parce que c'est une course entre le variant et le vaccin. Ça reste une course. C'est cela dont on a peur. On n'a pas peur du variant qui va se développer dans un pays où il n'y avait pas de vaccin, parce qu'on sait que les vaccins vont être utiles. On a beaucoup plus peur de variants qui naissent dans des endroits dans lesquels il y a des hauts taux de vaccination. Et c'est pour ça, oui, c'est pas paradoxal, c'est parce que le virus, lui, il sent de plus en plus de résistance. Donc, il a de plus en plus de capacité à se dire « il faut que je change, parce que si je ne change pas, je meurs ». D'accord? C'est un instinct de survie chez le virus. Ce n'est pas de l'intelligence, hein, c'est pas de l'intelligence, ils ne sont pas intelligents, mais ils sont logistiquement bien faits pour s'adapter. C'est de l'adaptation. Donc, ça n'est pas une surprise, ça va continuer, mais maintenant, je rappelle qu'il n'y a aucun variant qui résiste à l'hygiène des mains, à la distance sociale et au masque, hein, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que il faut que, oui, il faut le dire, il faut continuer à le dire, parce que bien sûr que la vaccination nous permet aujourd'hui d'ouvrir un peu, hein, qu'on reprenne des activités, c'est tant mieux, mais on va de toute manière continuer à devoir être extrêmement attentif. Alors la clé du succès, c'est qu'à partir du moment où le nombre de cas est suffisamment faible pour qu'on puisse courir après toutes les chaînes de transmission, et on revient à l'épidémiologie de terrain, pour stopper les chaînes de transmission, parce qu'on a détecté des nouveaux cas et qu'on arrive à contenir ces chaînes de transmission, là, on continue à maîtriser la situation. Parce que le vivre avec le virus, c'est juste une réalité dont on parle depuis assez longtemps, les experts l'ont dit depuis le début, et ça reste vrai. Vous avez vu l'Australie qui en est à son 6e confinement, d'accord ? Mais le virus ne va jamais disparaître. Ce virus ne va jamais disparaître. Il va simplement apprendre, et nous allons apprendre à vivre avec lui. Je vous rappelle qu'on vit tous avec
grandes familles de coronavirus avec lesquelles on est infecté dans l'enfance et 100% d'entre nous pratiquement avons des anticorps contre ces 4 familles de coronavirus à l'âge de 20 ans. Et puis vous savez ce que c'est qu'un coronavirus parce que chaque fois que vous allez voir vos petits-enfants, pour ceux qui en ont, moi j'en ai bientôt 4, très souvent vous les embrassez de partout, ils ont le nez qui coule et là vous faites en automne un petit rhume. Et ça c'est très 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 souvent un coronavirus. Donc ça veut dire que ce sont des virus qui vivent avec nous, qui malheureusement nous font des petits rhumes, de temps en temps des petits accès de pneumonie, il y a quelques petites épidémies pour les experts. Donc ça veut dire qu'on va devoir vivre avec ce virus, que ça va prendre des années jusqu'à ce qu'à 99 ou 100% d'entre nous soyons immunisés contre le Covid-19, puis qu'ensuite on n'en parlera plus. Mais ça va prendre des années. Et c'est pour ça que la vaccination nous aide à accélérer ces étapes avec la vie, avec le virus, quoi. Voilà. Merci de ces explications très claires. Vraiment, merci. Vous êtes une pédagogie formidable. Donc, alors, Laurent Burgoa. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le professeur, moi j'aimerais connaître votre avis par rapport à la gestion de crise de Covid, de savoir s'il ne faudrait pas ou s'il n'aurait pas fallu renforcer les pouvoirs de nos préfets de département, parce qu'on voit que nos préfets de département qui connaissent bien en lien avec les élus locaux, et vous savez que nous les sénateurs, on est quand même les représentants des élus locaux, on est très attentifs au fait que les élus locaux soient associés à toutes les décisions. Et personnellement, je regrette que les préfets de département n'ont été que des coureurs de transmission, n'ont eu aucune prérogative, n'ont pas su s'adapter alors qu'ils en avaient les moyens et la possibilité, si on leur avait donné, de s'adapter aux réalités de terrain, tant par exemple pour l'obligation de porter ou non le masque. Moi, je parle du département du Gard. On a en partie Cévenol, c'est une aberration d'avoir imposé le port du masque dans un endroit où il y a un habitant chaque 10 km². Mais pourtant, c'était la règle. Et que si on avait donné plus de prérogatives à nos préfets de département en lien avec les élus locaux, je pense que cette gestion de crise aurait été mieux appréciée par nos concitoyens. Donc, je pourrais connaître votre avis là-dessus. Écoutez, c'est une très très bonne remarque. Je pense que dans ce rapport, et de nouveau, l'une des grandes, j'ose pas dire qualité, mais un des grands apports de ce rapport, c'est qu'on a pu comparer d'un pays à l'autre, et c'est essentiel parce que en France, la difficulté du système, vous avez un système centralisé et il faut, on appelle ça chez vous, territorialiser, d'accord ? Et c'est vraiment la clé du succès, c'est d'arriver avec un système centralisé à finalement implémenter sur le terrain la plus juste façon de faire. Ce qui est un peu contre nature, parce que vous avez toujours fonctionné comme un pays centralisé. Alors, laissez-moi vous rassurer, on a comparé les pays centralisés aux pays décentralisés, purement décentralisés, comme l'Allemagne ou la Suisse, où on a des cantons qui sont gérés par chez vous, vous appelleriez ça des préfets, et chacun avait sa liberté de fonctionnement. Alors, pas au tout début de la crise. Au tout début de la crise, quand la première vague est arrivée, la Confédération a pris en centrale toutes les décisions, comme finalement en France, en Allemagne et partout. Mais ensuite, il a fallu appliquer. Alors, on disait à chaque responsable de canton, allez-y, faites votre boulot. Et ça a marché à partir du moment où les choses étaient simples. Mais au moment de la deuxième vague, la Suisse a très mal géré la deuxième vague, l'Allemagne a très mal géré la deuxième vague, et proportionnellement, en France, vous avez eu moins de dégâts par habitant qu'en Suisse ou en Allemagne. Alors que la Suisse et l'Allemagne avaient été relativement protégées de la première vague, et que la France, l'Italie et l'Espagne ont vraiment été les pays heurtés en tout premier par la première vague. Et au fond, cette capacité de faire travailler en région et d'adapter en région, oui, c'est une clé du succès. Bien entendu, c'est une clé du succès. Mais à contrario, en Suisse et en Allemagne, alors que appelons-les les préfets de région, les Länders en Allemagne, peu importe, avaient la liberté de décider. Vous aviez par exemple à Genève, pendant la deuxième vague,
tous les magasins fermés dans l'État de Genève et au canton de Vaud, à 60 km de distance, tous les magasins ouverts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Genevois sont allés faire leurs courses sur le canton de Vaud. Les gens du canton de Fribourg sont allés au bistrot. Le bistrot était fermé à Fribourg. Ils sont allés dans le canton de Berne au bistrot parce qu'ils voulaient aller au bistrot. Ça a été vraiment complètement chaotique. Alors, vous voyez, quelle est la bonne formule? Je ne le sais pas. Je pense que la France a réussi à territorialiser. Ça a étonné beaucoup de monde au début. Je me souviens, les journalistes me disaient « Est-ce trop normal qu'on fasse ci comme ça, que vous ayez des jaunes verts, des jaunes oranges, des jaunes rouges ?» Rappelez-vous, au début, les gens ne supportaient pas ça. Et aujourd'hui, les gens le réclament. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous extrêmement humbles dans cette histoire. Personne n'avait jamais vécu un phénomène tel que celui-là. Et que oui, nous devons apprendre à fonctionner avec cela. J'ai discuté avec dernièrement, après avoir rendu le rapport au Premier ministre, avec son secrétaire général. Et il me raconte que c'est pratiquement tous les jours qu'ils sont en contact avec chaque région par visioconférence justement pour discuter ces éléments-là et pour mettre en place, on appelle ça en épidémiologie l'implémentation. N'est-ce pas? Vous avez des consignes que vous donnez, puis ensuite il y a la traduction des consignes sur le terrain. Et l'exemple que vous donnez, il est parfaitement logique. Aujourd'hui, s'il fallait prendre des décisions pour le Gard, certainement qu'on dirait, écoutez, vous ne mettez des masques que dans telle et telle situation. Mais effectivement, au début, alors que pour nous, il y avait beaucoup d'incertitudes, on a eu tendance à donner des directives extrêmement de type consigne. En Suisse, je peux vous dire que les équivalents de préfets, au mois de novembre, allaient vers le ministre de la Santé suisse, qui est celui qui a géré la crise, en disant « reprenez le contrôle en centrale ». On ne peut plus gérer. C'était devenu ingérable. Ingérable. Et donc, il n'y a pas de système idéal. Il n'y a pas de système idéal. Il faut être capable de s'adapter. Après, il ne faut pas que les lois vous empêchent d'adapter. De nouveau, c'est une question de qualité de la capacité du rapport humain, de dire, écoutez, allez-y, faites comme vous pensez, faites ce qui fait sens, et faites-le dans la bonne direction. Après, comment adapter les lois pour en arriver à ces situations-là? Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas un expert, mais je pense que c'est ainsi. Mais vous avez raison, il faut être capable d'adapter sur le terrain au mieux, tout en gardant une cohérence au plan national. Et les États fédératifs ont eu beaucoup de peine à le faire. Je peux vous dire que c'est en débat chez nous maintenant. Certains disent garder en centrale et d'autres ne le veulent pas pour toute une série de raisons. Alors, on va essayer d'avancer dans les questions. Je vais peut-être prendre 3 sénateurs et vous répondrez à l'issue des 3 questions. D'accord, allez-y. Martin Lévrier, ensuite Michel Meunier et Corinne Imbert. Martin, question courte et concise. Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis question courte et concise. Quelques questions, je vais essayer de les faire très très courtes comme d'habitude. Merci, merci beaucoup, monsieur le professeur, de votre pédagogie que je trouve remarquable et passionnante. Donc je vais essayer d'aller très vite. Vous avez parlé des gestes barrières et je vous en remercie parce que je crois que c'est la base de tout, mais est-ce qu'il faut les prioriser finalement? Est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres? La distanciation, le masque ou le lavage des mains? Une autre question rapide, la 3e vague, on a vécu une 3e vague après votre rapport. Est-ce que vous pensez que votre rapport a été utile et est-ce qu'on a mieux géré cette troisième partie de crise? Question suivante, qui pourrait être indirectement un risque de 4e vague ou 4e crise si le vaccin ne se développe pas assez vite en France. Comment peut-on gérer ce type de crise? Et comment surtout pourrait-on retrouver une pédagogie forte vis-à-vis des Français qui redeviennent un peu frileux vis-à-vis de ce cher vaccin ou de ce besoin de se faire vacciner? Une autre question sur la partie intrusive dont on parlait tout à l'heure, le numérique intrusif, est liée à la pédagogie des Français ou à ce pays assez rebelle qui râle tout le temps, et vous le disiez dans votre rapport plusieurs fois, que la confiance envers les gouvernants était mise souvent en défaut, et pour autant, c'est le corollaire peut-être, les Français ont globalement très bien joué le jeu des confinements. Donc comment trouver cet équilibre? Et puis deux dernières questions, une très rapide sur les stocks stratégiques. On ne pense jamais aux pompiers. Je me pose la question, pourquoi ne
pourrions-nous pas confier la gestion des stratégiques à ceux qui savent faire, c'est-à-dire les pompiers, qui ont cette logique centralisée et décentralisée en même temps? Et puis, dernier point, vous parliez aussi de pédagogie, et moi, quelque part, c'est comment allier aujourd'hui une information fiable face à cette démultiplication de pseudo-experts qui déversent une forme de savoir incroyable dans les chaînes de télévision, d'information continue. Merci beaucoup. Merci. Très bien, Michèle Meunier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Professeur de vos propos clairs et bien affirmés. Moi, je n'ai pas lu votre rapport, mais j'ai envie de le faire maintenant. Je voudrais vous entendre sur la population vulnérable. On a parlé beaucoup des personnes âgées en EHPAD, avec la situation qu'on a connue en France de protocoles pas très clairs, confus, remis, enfin bref. Mais je voudrais vous entendre aussi sur la population fragile, migrante, à la rue, dont on a en fait très peu parlé, et avec le comparatif que vous avez fait à la fois quantitatif et qualitatif, est-ce que vous avez des éléments à nous communiquer là-dessus? Vous venez juste de parler des petits-enfants et des enfants. Là encore, je vous ai lu sur la fermeture des écoles et ce que ça faisait de catastrophique pour les enfants en premier, mais aussi pour les familles. Mais d'un autre côté, vous dites aussi que tant que les classes seront ouvertes comme ça, il y aura du mal à ce que le virus ne se propage pas et ne circule pas. Et sur la vaccination, vous dites pas d'obligation de vacciner, mais quand même rien ne se fera sans vaccin, sans vaccination. Donc voilà, ce ne sont pas des contradictions, j'en ai bien conscience, mais tout ça n'est pas très simple, on va dire. D'accord. Corinne Imbert, et ensuite vous pourrez répondre à cette première série de questions. Corinne. Corinne Imbert, on allume le micro. Voilà. Oui, merci Madame la Présidente, merci professeur. Deux sujets que je voudrais... C'est fait. Merci le président, merci professeur. Deux sujets que je voudrais évoquer avec vous. Vous avez évoqué tout à l'heure la création d'un conseil ad hoc associant scientifiques et société civile. La société civile, c'est très large. Est-ce que vous pensez que, ou en tout cas, comment voyez-vous la prise en compte de la démocratie sanitaire dans la gestion d'une crise? Et est-ce que vous pensez que d'associer la société civile, cela aurait permis de mieux garantir en amont une confiance de la population et notamment de mieux prévenir les hésitations de la population, enfin, en tout cas d'une partie de la population vis-à-vis de la vaccination. Et puis, deuxième sujet, la mission appelle à la réalisation d'un état des lieux au plan national et régional des capacités de soins critiques, en opposition, j'allais dire, aux capacités de soins en temps normal. Est-ce que vous pensez que les moyens, les équipements, les personnels formés en soins critiques avaient été suffisamment, ou en tout cas avaient été au départ sous-dimensionnés, en sachant que vous rappelez dans votre rapport, à juste titre, que la gravité de l'épidémie a été, elle, c'est même sous-dimensionné, sous-estimé, on va dire, plutôt sur la période au tout début, c'est-à-dire de janvier à février 2020. Voilà. Et comment... c'est bloqué? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? C'est bon. Oui, c'est bon. Moi, je vous entends. C'est bon? Je ne sais pas si vous avez entendu sur la gravité de l'épidémie qui avait été sous-estimée et les capacités, est-ce qu'elles étaient sous-dimensionnées ou pas au début, et quel regard vous portez sur la coopération entre acteurs publics, acteurs privés, et notamment le rôle des collectivités, des élus, leur mobilisation à fournir des masques, des solutions hydroalcooliques au début de la crise, et leur mobilisation également à la mise en place des centres de vaccination. Voilà, je vous remercie. Voilà, alors je laisse répondre à ces questions. Merci. Certaines se recoupent. Oui, tout à fait. Alors, gestes barrières, les deux principaux sont l'hygiène des mains et la distance sociale. La distance sociale peut parfaitement remplacer le masque, on le sait. Voilà, en intérieur, lorsqu'on est plus proche, etc., le masque va certainement aider. Puis ensuite, ça dépend évidemment des personnes auxquelles on est confronté, si elles sont très vulnérables, non vaccinées, enfin voilà. Mais c'est clair, hygiène des mains et distance sociale, c'est quelque chose qu'on devrait essayer de conserver au minimum, l'hygiène des mains, pour tout un temps, et peut-être pour ce qui est de l'hygiène des mains, pour
manque toujours. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Troisième vague, est-ce qu'on a mieux géré la troisième vague? Oui, la troisième vague a été très bien gérée. En France, ce qui est très clair, c'est que la gestion n'a cessé de s'améliorer avec le temps. Et donc, il faut le dire, c'est le cas dans beaucoup de pays. C'est pas dans le cas de tous les pays. Hein. Donc, oui, nettement, on peut répondre oui à votre question par rapport à la gestion de la troisième vague. Quatrième vague. Alors, écoutez, des clusters d'infections, il y en aura. Il va y en avoir. Et plus le nombre, comme je l'ai dit tout à l'heure, est faible de nouveaux cas, mieux on comprend les clusters. Et dans l'idéal, vous devriez vouloir comprendre tous les clusters et les interrompre tous. Et même un cluster avec un variant extrêmement transmissible, vous le contrôlez quand vous le comprenez. Donc ça veut dire que tout dépendra maintenant. Ce risque de quatrième vague, oui, bien entendu qu'il y a un risque de quatrième, de cinquième et de sixième vague. Mais la façon de lutter contre ce risque, c'est évidemment plus les personnes sont vaccinées, plus le risque est faible, puisque le virus, quand il arrive sur une personne vaccinée, il ne peut pas passer sur une autre personne. Donc, du tout, rapidement, le fameux R du virus s'effondre, n'est-ce pas? Donc, la vaccination est clé, mais elle n'est pas en elle-même suffisante totalement, puisque vous allez toujours avoir des gens non vaccinés, ou malheureusement, vous allez toujours avoir des gens vaccinés, mais dont je vous rappelle que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Mais ça, on le connaît de tous les vaccins dont on dispose, parce qu'une personne âgée vaccinée avec le meilleur des vaccins, lorsque elle devient très vieille, souvent son immunité n'est plus même capable de... Alors là, on a des vaccins excellents, 90, 95%, 90, 95% d'efficacité. Certains le sont un petit peu moins, d'autres le sont beaucoup moins. Certains vaccins chinois sont beaucoup moins efficaces. Alors, on ne les utilise pas ici, ben voilà. Donc, ça veut dire que, oui, plus on a de personnes vaccinées, moins on a de chances qu'il y ait des clusters d'importance et plus on protégera notre système de santé. Et vous l'avez bien compris, protéger le système de santé, c'est pas la question de protéger le système de santé, c'est d'être sûr qu'on peut assumer les autres soins. Et vous savez qu'on a tous, dans tous les pays du monde, pris du retard dans les soins et que maintenant, il faut qu'on récupère ce retard. Donc, quatrième vague, il y aura évidemment aussi tous les éléments de l'automne, les éléments de la reprise, puisque pour revenir sur votre question, oui, bien entendu que le virus il va circuler parmi les enfants, c'est évident. Et à la limite, c'est tant mieux, puisqu'il faut que l'immunité de population monte à terme un jour à 100%, n'est-ce pas? Ou en tout cas à 99%. Donc oui, vous savez, l'immunité de population pour la rougeole, c'est 98%. À partir du moment où vous êtes en dessous de 98%, là, vous avez des risques de cluster de rougeole et vous pouvez avoir des jeunes adultes qui font des rougeoles chez lesquels c'est cataclysmique. C'est vraiment une maladie très grave. D'accord? Donc, vous voyez, ça veut dire que oui, on va avoir des clusters. Oui, dans les écoles, il va y avoir de la transmission. Ça n'est pas grave en soi. Ça n'est pas grave en soi. Il faudra simplement éviter les trop gros clusters dont on perd le contrôle. Et donc, c'est comme ça qu'on va éviter la quatrième vague. C'est en étant cohérent avec les gestes barrières, sans en faire trop pour pas que les gens finissent par dire « je m'en fiche, je fais plus rien ». C'est en promouvant le test. Je ne veux pas dire que c'est plus important que jamais, parce que ça a déjà été très important. Mais cet été, de se faire tester et d'avoir une proportion de tests positifs faible, c'est la clé du succès. Parce que dès que cette proportion de positivité augmente, ça veut dire que le virus, qui est un virus hyper endémique, il va être partout et il est possible de toucher tout le monde. Et pourquoi est-ce que ça vaut la peine de lutter autant ? Eh bien, parce que cette maladie, moi, je ne la souhaite à absolument personne. Personne. Alors, bien sûr, elle fait des gros dégâts en termes de mortalité chez les personnes âgées et les personnes vulnérables, mais elle fait des sacrés dégâts chez les personnes jeunes, qu'on ignore encore un peu parce qu'il y a du long Covid, parce qu'il y a des gens qui perdent leur travail, qui perdent leur capacité de faire du sport, qui perdent leur capacité de se concentrer, etc., etc. Donc, ça veut dire que risque de quatrième vague, oui. Comment lutter? Respect des gestes,
respect d'aller se faire tester, respect quand on est positif de s'isoler à la maison et de ne pas ignorer, etc. Et oui, ces passeports Covid, ces passes Covid, appelez-les comme vous voulez, ces certificats Covid, on va devoir les utiliser. On va devoir faire en sorte que certaines activités ne soient accessibles que dans des situations où soit la personne a été infectée, soit elle est vaccinée, soit elle est testée et elle est négative. Donc voilà, je crois que c'est comme ça qu'on évitera une 4e vague. Mais c'est vrai que le virus, il a qu'une envie, lui, c'est de se reproduire. Donc voilà, mais là, on est quand même mieux qu'on était. L'automne ne va pas être simple parce que la grippe sera là. L'année passée, elle n'a pas circulé ou très, très, très peu. Donc ça veut dire que l'immunité de population est très, très faible. Donc ça veut dire qu'il va falloir se vacciner contre la grippe. Et ça, c'est très important pour éviter des infections mixtes, Covid, grippe et des surcharges hospitalières et des décès liés à la grippe qui existent quand même comme chaque année. Donc voilà, pour ce qui est de la 4e vague, oui, forte pédagogie, vous avez raison. Il faut vraiment y aller à faire de l'information, que les gens comprennent pourquoi ils vont se faire tester, qu'ils respectent les consignes. Et puis, ma foi, tant mieux, on voit tous que les choses s'ouvrent. Mais c'est pas encore la vie de tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, où on veut. Ça, clairement, non. Ensuite, vous posez la question du numérique intensif. Oui, je crois qu'il faut arriver à trouver cette balance dans le travail que vous allez faire, parce que là, vous allez rendre service à la santé publique, vous allez rendre service aux Français en donnant accès à l'information pour pouvoir finalement comprendre mieux ce qui se passe, que ce soit en termes de santé publique ou autre, ou en termes de prévention de maladies tout simplement, ou de prévention de maladies telles que l'obésité, telles que, etc., etc. Donc, oui, je crois que le numérique intensif, c'est quelque chose qui est important, mais évidemment, il ne faut pas qu'on se heurte et qu'on ait des tas de gens qui s'opposent à tout ça au prix qu'on ait des révolutions. Je crois qu'il est normal et logique aujourd'hui que le numérique prenne une place plus importante dans notre vie. Enfin, tous les jeunes ont des comptes Facebook, machin et trucs, ils sont d'accord de dire des tas de choses et ils sont sur des tas d'algorithmes, mais ils sont pas d'accord de dire s'ils sont hommes ou femmes. Donc, je pense qu'il faut qu'on corrige tout ça et qu'on arrive à faire comprendre aux gens l'importance. Les stocks, vous parliez des stocks et du rôle des pompiers, pourquoi pas? Je crois qu'il y a un rôle de centralisation au niveau du pays et d'un concept qui doit être développé de manière à ce que en centrale, on sache ce qui se passe et où ça se passe, et qu'en périphérie, on revient sur votre proposition de discussion du rôle des préfets et des départements, en périphérie, on puisse avoir ce dont on a besoin aussi vite que possible, et évidemment avec une qualité qui soit toujours la même ou la meilleure possible. Ensuite, vous parlez de toute la problématique de l'infodémie. L'OMS a créé ce nouveau terme, c'est cette épidémie d'information. C'est tous ces experts qui sont apparus. Le ministre de la Santé en Suisse, il les appelle les Turcs. Les Turcs débarqués de je ne sais pas où, me disait-il, nous ont fait croire qu'on aurait 35 000 morts en été 2020 en Suisse. Voilà. Et donc, on a tous vécu ça. Et vous avez raison, malheureusement, ces chaînes d'information continue. Alors là, quand je compare la Suisse à la France, en Suisse, on a la chance de ne pas avoir ces chaînes d'information continue, qui certainement sont très informatives, hein, soyons très clairs. Hein. J'ai rien contre, d'ailleurs, quand on m'invite, j'y vais de temps en temps. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut que ce soit les meilleurs experts. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de demandes que finalement, finissent par y aller ceux qui sont disponibles. Et ce n'est pas forcément toujours les meilleurs qui le sont. Et c'est vrai que ça a vraiment fait souffrir le système. Je vais même vous dire, au mois de septembre 2020, en France, probablement que ce phénomène a joué un sale tour aux décisionnaires. Un sale tour aux décisionnaires. Et là, je crois qu'il faut qu'on arrive à corriger ça parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il faut dire les choses, c'est vrai, c'est bien, c'est important, c'est démocratique, mais on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Parce que là, on met le doute dans la population et ça, on peut le payer très cher pendant très longtemps, malheureusement. Voilà. Ensuite, donc pour ce qui est de l'infodémie, l'OMS travaille actuellement à un concept pour éviter
Nous, c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans notre domaine. Quand on voit les choses apparaître sur les réseaux sociaux, on réagit très vite. Mais parfois, le mal est déjà fait. Mais en effet, c'est très compliqué de lutter contre la mauvaise information ou contre la mésinformation. Et vous avez vu que les anti-vax sont sortis très vite. Hein. Ensuite, ils se sont calmés, puis de nouveau, ils ressortent. Et donc voilà, on sait, il faut travailler avec ça. Madame, vous parliez de la vulnérabilité des EHPAD. Donc, on a fait toute une série de recommandations pour les EHPAD. Vous savez, les EHPAD, chez nous, on les appelle les EMS. En Allemagne, ça a un autre nom. C'est vrai que c'est un tout petit peu les parents pauvres, malheureusement, de la prise en charge, que souvent, ce sont des personnes âgées qui vont finir leur vie dans ces endroits. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a besoin de plus en plus d'expertise, y compris dans ces endroits-là, non seulement d'un accompagnement, mais d'un soutien sanitaire et médical. Donc, notre recommandation première par rapport à la médicalisation, c'est que les centres d'expertise et des personnes, des gériatres experts qui puissent aller travailler dans ces endroits pour avoir une véritable compétence. Et puis, c'est aussi relié à la recommandation qu'on a faite et dont je parlais tout au début, d'avoir évidemment un délégué à la DGS pour la question de la prévention du risque infectieux, parce que à partir d'un certain âge, ces gens sont à haut risque d'infection et que donc il faut améliorer nos capacités sur le terrain de faire la prévention du risque infectieux dans les EHPAD. Mais c'est dans tous les pays du monde pratiquement. On les affilie maintenant pour les consignes de prévention à des hôpitaux en fait. Voilà, on essaie d'être plus discret dans la façon de faire, mais disons, et c'est important et ça doit être développé. Donc, vous disiez aussi d'aller auprès des fragiles et ceux qui ont été oubliés. Alors, quand vous aurez le temps de lire le rapport, vous verrez qu'on a fait toute une enquête sociologique, socio-sanitaire en Seine-Saint-Denis. On a choisi la Seine-Saint-Denis parce qu'on ne pouvait pas faire ça partout en France, mais disons, pour prendre un endroit, disons, prétérité où les problèmes sont finalement une pandémie ou une épidémie, c'est un projecteur. Hein. C'est un projecteur sur une situation. Et à ce moment-là, évidemment, vous mettez en lumière toute une série de phénomènes, ces injustices sociales, et on fait toute une série de recommandations par rapport à cela, parce qu'on voit bien qu'évidemment, malheureusement, il y a des zones prétérieures. Alors, c'est vrai aussi pour la vaccination, il faut aller vacciner sur le terrain. Il faut, si possible, aller avec une tente de camping en bas d'un immeuble, monter, sonner à l'allée, apporter le vaccin finalement aux populations qui ont de la peine même à comprendre ou qui hésitent à venir ou qui hésitent à prendre les transports publics pour une raison X ou qui n'ont peut-être même pas les moyens de se déplacer. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez tout à fait raison. Je crois que le gouvernement est extrêmement sensibilisé à cette question. Et voilà, maintenant, il faut que chacun convainque. Alors, obligation et vaccin, bon, ça, c'est un sujet difficile. C'est un sujet difficile parce que, en effet, un des soucis que nous avons, et nous sommes partiellement coupables, c'est qu'au niveau des soignants, il y a une grande différence entre… Les médecins sont beaucoup plus facilement vaccinés que les infirmières, par exemple. Alors, c'est une généralisation, on voit ça dans pratiquement tous les pays du monde. Mais en plus, dans les mêmes pays, vous avez des EHPAD ou des EMS, je connais mieux les chiffres chez nous pour les EMS, où vous avez 98%, 98%, pardon, du personnel qui est vacciné dans un EMS et dans celui qui est à 10 km de là, 10%. Donc, ça veut dire que le rôle de modèle que doivent avoir les responsables d'EHPAD, qu'ils soient médecins, infirmières, directeurs administratifs, est fondamental. Est fondamental parce que de rendre la vaccination obligatoire, on peut la rendre obligatoire. Chez nous, en Suisse, on n'a pas le droit. On peut trouver des moyens vraiment de la rendre non pas obligatoire, mais par exemple, les infirmières qui travaillent en pédiatrie chez nous, il y a tellement de demandes pour aller en pédiatrie, on dit, si vous n'êtes pas vacciné contre la rougeole, vous n'allez pas travailler en pédiatrie. Elles ont tellement envie d'aller travailler en pédiatrie qu'elles se font vacciner contre la rougeole. Voilà, hépatite B, il y a des exemples. Mais le Covid, c'est une maladie qui ne tue pas assez, à contrario d'Ebola, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand un membre de mon équipe veut aller travailler en Afrique, parce qu'on est beaucoup investi dans des épidémies en Afrique contre Ebola, on l'a été beaucoup en 2014,
il n'y a personne de mon équipe que je vais laisser partir sans être vacciné contre Ebola. D'accord? C'est logique. C'est logique. Le Covid, voilà, les gens vont dire, oui, mais je peux aussi l'attraper, et puis ça ne me fera rien. Et puis, alors, ce qui est injuste, et c'est là où l'automne va être difficile, c'est qu'il faut absolument qu'on protège nos vulnérables, et notamment dans les EHPAD. Et ça veut dire que pour moi, ça c'est très personnel comme vision, pour ce qui est du début de l'automne, j'instaurerai une stratégie que j'appellerai, alors cette fois-ci zéro Covid, hein, un petit peu comme ce que vous avez beaucoup entendu parler, en disant, voilà, vous travaillez, vous avez la chance d'avoir un travail, hein, vous avez la chance d'avoir un métier, vous travaillez dans l'humain, vous travaillez auprès de personnes qui sont dans des EHPAD, eh bien, soit vous êtes vacciné, soit vous me montrez que vous avez été infecté, bien sûr, soit vous vous faites tester 2 fois par semaine. Voilà. Et je pense que après, oui, mais en France, vous avez de la chance, parce que les tests sont gratuits. Ouais. Mais en Suisse, les tests n'étaient pas gratuits. On a dû se battre pendant 9 mois pour obtenir une partie des tests gratuits. Donc en France, vous avez de la chance par rapport à ça. Alors voilà, il y a tout un débat autour duquel il faudra travailler parce que effectivement, on passe d'une éthique individuelle à une éthique collective. Et ça, dans notre métier, on le voit en permanence. Et c'est fondamentalement important. Alors, c'est pour ça que le débat des soignants et autour des soignants, il est extrêmement important. Puis après, il y a le même débat dans la population. Parce que, n'est-ce pas, aujourd'hui, chez nous, le ministre de la Santé est très clair. Il dit, écoutez, nous rouvrons toute une série d'activités, nous allons reprendre toute une série d'activités, et ma foi, ceux qui ne sont pas vaccinés, soit ils ne pourront pas entrer dans ces trucs, s'ils ne présentent pas le truc, et soit, ma foi, il y aura des décès. Et puis, il faudra quand même, à un moment donné, les assumer. On ne peut pas arrêter toute une société parce que quelques personnes refusent soit d'être testées, soit d'être vaccinées. Et je pense que là, il va falloir continuer à travailler dans cette direction-là. Parce que, vous voyez, par exemple, la question des écoles, pour y revenir, je veux dire, fermer les écoles, c'est catastrophique. C'est juste catastrophique. Regardez les pauvres petits Italiens, il y avait 18 mois qui ne vont pas à l'école. Les Allemands, ils ont fait 8 mois sans école. Et alors, il y a évidemment l'éducation des enfants, il y a les problèmes à la maison, il y a la violence à la maison, il y a tout ce que vous voyez comme problématique. Et puis, aujourd'hui, on sait mesurer le PIB qui a chuté, tout ça, on sait mesurer, mais on ne sait pas mesurer l'impact de la fermeture des écoles dans 10 ans. Ça, on ne sait pas. Et ça, vraiment, c'est prioritaire. Et d'ailleurs, au sein du gouvernement, ça a été souvent répété, y compris par Emmanuel Macron. Nous nous battons pour faire un peu davantage de télétravail pour garder les écoles ouvertes. Ça faisait sens au moment où on a des mesures qui sont des mesures collectives, parce qu'on n'avait pas le choix d'avoir des mesures collectives. Aujourd'hui, qu'on peut avoir de l'épidémiologie de terrain, d'intervention pour garder les cas bas, on n'a plus besoin de ces mesures collectives. On a besoin d'un certain nombre. Mais disons, on a besoin surtout d'être présent sur le terrain pour pouvoir préserver les ouvertures d'écoles et le reste. Voilà. Ensuite, donc cette question de l'obligation est compliquée. On est tous d'accord, dans tous les pays du monde, on est exposé, enfin à part certains pays, on est d'accord, dont on ne parlera pas ici, dans lesquels la démocratie n'existe pas ou presque pas. Ensuite, vous revenez sur la question du conseil ad hoc. Oui, on le développe dans du conseil, on l'appelle pas conseil scientifique, mais un conseil pour être là de manière adéquate au bon moment, dans lesquels on peut inclure, il faut inclure des éléments de la société civile. Alors, en France, vous avez des associations, vous avez ASSOS, France Asso, voilà, avec des moyens qui ont été donnés justement pour répondre à ces questions. Et c'est ce qu'on recommande dans ce rapport. On dit, au moment où vous constituez un conseil ad hoc, pensez à y mettre ceci ou cela. Alors, c'est évidemment naturel d'y mettre un virologue quand l'épidémie est un virus, mais il faut penser à chaque fois à introduire la société civile. C'est important, ça aiderait et ça aidera certainement, notamment aujourd'hui pour ce qui est de tout le problème de l'hésitation vaccinale. Vous posez ensuite la question des soins critiques. Alors, soyons clairs.
les lits de réanimation, les lits de soins intensifs, il n'y en aura jamais assez. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas avoir 4 fois le nombre de lits de réanimation qu'on a aujourd'hui. Ça n'est pas possible parce qu'on ne peut pas d'avoir un lit, c'est une chose, mais ensuite, il faut surtout avoir le personnel capable de s'occuper des malades. Par contre, il faut que la distribution de ces lits, elle soit le plus homogène possible au sein des territoires. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur quels seront les besoins. Et puis, il ne faut pas forcer ces secteurs, mais c'est le cas dans le monde entier, à ce qu'ils fonctionnent avec 98% de taux d'occupation des lits ou 90% de taux d'occupation des lits, parce que ces domaines-là sont par essence le fait de variation. Et on voit dans notre hôpital toujours cette variation où en période de grippe, le taux d'occupation des lits est de 120%, ce qui ne va pas. Et là, il faut qu'on arrive à trouver des bonnes mesures, parce qu'on parle des lits de soins critiques, il faut effectivement un nombre adéquat. Certainement que le nombre est à la limite d'être adéquat en France, mais il faut être sûr que lorsqu'on doit augmenter ses capacités, on en a les moyens et qu'on a les moyens en personnel. Ensuite, on a beaucoup parlé des soins critiques, mais un peu moins des lits non critiques. Vous avez vu, en Italie et en Inde, on n'avait simplement pas d'oxygène. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement des lits. On a vu qu'on pouvait éviter l'hospitalisation en réanimation en oxygénant les malades en dehors de la réanimation, alors qu'ils n'étaient pas trop malades pour aller en réanimation. Il y a eu en France un magnifique exemple d'adaptation de ce phénomène-là. Et il faut que tout ça soit réétudié pour avoir des volumes adéquats. Mais maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vraie prévention d'éviter la surcharge de la réanimation, c'est en amont. C'est-à-dire de travailler sur l'intervention de terrain au moment où l'épidémie est là et d'améliorer finalement les capacités d'éviter que les gens finissent à l'hôpital. Et ça, évidemment, l'épidémiologie de terrain, comme dans tous les pays du monde, a dû être adaptée en permanence en France. Et elle l'a été, elle l'est, et c'est bien. Mais évidemment, au départ, il y avait un déficit que n'avaient peut-être pas tous les systèmes de santé publique dans le monde. Voilà. Vous parlez donc, on parle de ce sous-dimensionnement, et c'est vrai que dans chaque région, je pense que les élus locaux, en partenariat avec les personnes responsables des hôpitaux, doivent discuter de ces capacités d'accueil et de ces capacités de transfert, parce qu'on l'a vu quand vous avez dû transférer des patients du Grand Est, dans le reste de la France, comme d'ailleurs dans les pays étrangers, eh bien, c'est normal que ça se passe comme ça, parce que tout d'un coup, le Grand Est a eu la malchance d'avoir été affecté en premier par un phénomène presque très inattendu. Et donc, ces choses-là vont se repasser. Donc, il faut qu'on soit mieux préparé. Mais on a vu que quand il s'est agi de faire ces transferts, vous avez réussi ça magnifiquement. On a vu aussi que la solidarité entre pays, pour la question des transferts de malades, a très bien joué, à contrario d'autres exemples comme les masques ou les tests. Voilà, donc je pense que oui, il faut évaluer les capacités en soins critiques, il faut revoir les capacités des centres d'urgence. Vous avez tout de même un système de santé pour ce qui est des urgences qui a été pénalisé depuis une vingtaine d'années. Hein. On n'est pas en train de dire que ça se passe depuis 1 an ou 2. Non, non, non. Ça a démarré il y a beaucoup plus longtemps. Et donc, voilà, il va falloir reconstruire tout ça. Et c'est en phase, c'est en train. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais faire quand même le tir de toutes les questions, si vous voulez bien, puisqu'on a ensuite un rapport à examiner. Il nous reste encore un peu de temps, hein, rassurez-vous. Mais donc, alors, Nadia Sollogoub, donc des questions rapides si elles n'ont pas été posées. C'est un peu directive, mais... Oui, Madame la Présidente, merci. Merci, professeur. 2 questions, en effet, très rapides. Vous avez parlé de conseils scientifiques et d'experts qui se sont mis en place. Et je vais faire remonter une remarque qui vient d'une profession qui a eu l'impression qu'il fallait mettre le pied dans la porte pour accéder et être là. Et pourtant, ce sont les vétérinaires qui sont pourtant des experts des zoonoses et des experts aussi de la vaccination de masse. Oui, je parle à côté d'une collègue vétérinaire. Et voilà, donc ils ont fait remonter cette impression de ne pas pouvoir. Et pourtant, vous avez cité vous-même le
cas d'une transmission par les chats. Et donc, on aurait besoin de vétérinaires dans ce genre de cercle. Et deuxième chose, on a eu la chance d'entendre les autorités israéliennes. Et sur la question de la 4e vague, ils parlaient aussi de la durée de la couverture vaccinale. On a, là, si je transforme pas, si j'ai bien compris, ils avaient l'air de dire qu'ils surveillaient avec attention le moment où il va falloir revacciner. Et voilà, eux, ils disaient, on est prêt, on surveille. Et en fait, la question, c'est le top départ pour revacciner. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes dans la même démarche? Oui, tout à fait. Alors, Laurence Cohen. Désolé, professeur. Ah, on va prendre plusieurs. Okay, d'accord, ouais, pardon. Allons-y. Ouais. Laurence Cohen. Merci, Madame la Présidente. Merci, professeur, pour toutes vos explications. Moi, je voudrais revenir dans le prolongement de ce que vous avez posé comme question, Bernard Jomier, notamment sur donc la proposition numéro 4 de vos recommandations. Alors lui, il l'avait axé sur l'ex-EPRUS. Moi, je voudrais élargir un peu le propos parce que on a constaté en France, notamment, effectivement, des pénuries importantes et des manquements importants en termes de médicaments. Grosse difficulté aussi au niveau des vaccins. Alors, pénurie des médicaments, c'est pas aujourd'hui, mais bon, disons que ça s'aggrave et ça s'accentue. Il y a eu tout un travail et beaucoup de rapports d'ailleurs au niveau du Sénat. Et j'aimerais savoir donc, puisque vous proposez de confier la gestion des stocks stratégiques nationaux de produits de santé à un opérateur unique, si j'ai bien compris, j'aimerais savoir si votre proposition englobe une mission de production des médicaments et des produits de santé. Ça nous intéresse beaucoup avec Katia Poursopoli, puisque au niveau de notre groupe, nous sommes porteurs de cette proposition qui est de plus en plus soutenue en France d'ailleurs et en Europe. Ma deuxième question très très rapide, c'est que quand même, quand vous dites les transferts des patients se sont merveilleusement bien passés, je pense qu'il faut nuancer vos propos, professeur, parce que ça a quand même eu des conséquences psychologiques parfois extrêmement douloureuses et même très graves, avec un isolement des patients, et que du coup, ça nous interroge toutes et tous sur le fait qu'il faut être au niveau des lits et des fermetures de lits, et là, j'englobe pas seulement les lits d'urgence, enfin, etc. Je pense qu'au niveau des fermetures de lits en France, il y en a eu beaucoup trop et que du coup, d'ailleurs tous les professionnels le disent, on est coincé parce que effectivement, il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas la capacité hospitalière d'accueil des patients. Merci. Daniel Chassaing. Des questions très rapides. Donc, monsieur le professeur, merci. Donc, vous avez dit qu'il fallait être humble dans la critique de la gestion. Je crois que c'est vrai parce que il est vrai que en janvier, même le ministre de la Santé indiquait qu'elle se demandait en janvier 2020 si ça allait venir en Europe. Donc après, bien sûr, lorsque on a des médicaments comme les anesthésistes qui sont multipliés par 1000 en consommation, c'est compliqué pour tous les gouvernements dans tous les pays. Donc, j'ai les questions en fait que je voulais poser, vous avez répondu partiellement. Je pense qu'on a eu beaucoup de difficultés, de retard pour tester massivement et surtout isoler les contacts et comment on peut mieux se préparer pour le faire et le faire accepter par la population. Et concernant les vaccins pour les soignants, vous y avez répondu. Merci. Chantal Dessayne. Oui, merci Madame la Présidente. Professeur, vous avez indiqué dans l'une de vos réponses que la population à 20 ans était pratiquement totalement immunisée contre 4 familles de coronavirus. Est-ce que vous avez des mesures et des retours sur l'immunité des enfants qui ont été exposés au virus et que pensez-vous de la vaccination des enfants? On va tout faire. Marie-Pierre Richer. Merci, Présidente. Monsieur le professeur, alors, ma première question rejoint celle de ma collègue Nadia Sologou. On a entendu parler de 3e vaccination. Oui, 3e dose. Voilà, 3e dose. Donc, avoir votre retour. Et puis, dans votre rapport, vous parlez des retards de diagnostic, notamment concernant le cancer, et ce que pourrait provoquer comme surmortalité ces reports. Alors, il y a le cancer et certainement d'autres maladies. Vous appuyez sur un article de la revue de Lancet, notamment au Royaume-Uni,
en août 2020 en disant que cette surmortalité pourrait s'étaler sur les 5 ans à venir. Quelles sont les préconisations puisqu'on parle de 5e, 6e vague? Merci. Jocelyne Guidez, ensuite Christine Bonfanti et Annie Jamet, et on passera aux réponses. Merci Madame la Présidente. Professeur, l'armée a une certaine expérience de gestion de crise. Ils font des exercices régulièrement sur des éventuelles attaques chimiques, voire virus. Je voudrais savoir s'ils ont pu apporter leur expérience et les avez-vous auditionnés? Bien, question sur l'armée de la présidente du groupe d'études du monde combattant. Christine Bonfanti de ça. Merci. Professeur, lorsque on vous demande si vous pensez que vos recommandations seront suivies des faits, vous répondez bien sûr que vous espérez avoir été utile et nous l'espérons aussi pour vous. Seulement, vous émettez une petite déception dans cette mission, c'est de ne pas avoir eu le temps d'aborder l'aspect de la recherche scientifique et pharmaceutique. Vous dites même qu'on aurait pu espérer qu'une nation comme la France soit à l'origine de traitements et de vaccins. Est-ce que vous pouvez me développer, s'il vous plaît? Et enfin, pour finir, Annie Jacquemet. Oui, merci. Professeur, ma collègue Nadia a posé la question sur les vétérinaires, donc j'écouterai la réponse avec attention. On constate l'année dernière et cette année que finalement en été, cette vague semble être vraiment à son niveau le plus bas. Alors au bout de ces 2 années, est-ce qu'on a déjà identifié les causes? Est-ce que c'est climatique? Est-ce que c'est les confinements antérieurs qui ont permis d'avoir cet accalmie? Et est-ce qu'on peut déjà en tirer des conclusions pour les années futures, puisque vous nous avez annoncé ce que je partage d'ailleurs, qu'on en a pour quelques années avec ce virus. Vous parliez des lits aussi. Est-ce qu'à ce jour, on a suffisamment de recul sur les traitements mis en place plus précocement pour limiter justement ce besoin de lits de grande réanimation finalement? Et la troisième chose, on parlait des documents tout à l'heure. Je sais qu'on avait auditionné un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais les chiffres qu'il nous avait indiqués m'avaient assez interpellée. Il parlait de 5 milliards de documents qui avaient été publiés à ce jour et que lui, il aurait besoin de 6 ans, lisant 24 heures sur 24 pour absorber toute cette publication. Alors finalement, comment est-ce que vous arrivez et comment est-ce que les médias arrivent à faire le tri dans toutes ces informations qui sont publiées et comment est-ce qu'elles peuvent être finalement contrôlées? Merci. Voilà, dernière série de questions. Alors on y va. On attaque. Conseil scientifique vétérinaire, oui, il a été rajouté, donc c'est fait. C'était peut-être un peu tardif, mais c'est fait. Et puis, effectivement, dans la discussion, on aimerait avoir cette discussion sur le One Health, c'est-à-dire d'avoir une déléguée pour la prévention du risque infectieux qui soit aussi rattachée fonctionnellement avec l'interministériel pour justement faire du One Health qui est vraiment le demain, quoi. On est tous d'accord avec ça. Après, c'est compliqué. Je vous rappelle que jusqu'à il y a 10 ans, quand on a fait des recommandations à l'OMS pour aller travailler avec l'Organisation mondiale de la santé animale, c'était, je crois, en 2013 ou en 2012, je me souviens plus très bien, ils ne s'étaient jamais parlé, en fait. Et c'est très curieux, mais il y a eu une grande, au niveau mondial, hein, donc voilà, donc il y a déjà des progrès qui ont été faits, il faut que ça continue, il faut qu'on prenne l'habitude de travailler ensemble, surtout quand on parle de zoonose, vous avez tout à fait raison.